Aujourd'hui, on se retrousse les manches et on attaque les fondations de la maison. Et oui, parce que pour accueillir l'ossature bois, il va falloir que je fasse des plots en béton. Alors bon, creuser des trous et mettre du béton dedans, ça a l'air simple dit comme ça, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est une super opportunité pour vous donner toutes les erreurs que j'ai faites. Comme ça, vous les refaites pas chez vous. Donc on est parti pour ce chantier où rien ne s'est passé comme prévu et on commence avec un grand moment, le premier coup de pelle du projet. Premier coup de pelle du chantier, j'ai creusé littéralement 5 minutes et je tombe déjà sur un énorme caillou. Bon, heureusement j'ai réussi à le sortir, mais en continuant un petit peu, je me rends compte qu'il y a des caillasses partout et c'était pas du tout prévu. Ça complexifie carrément le chantier et pour l'instant ça reste des cailloux isolés donc ça va, mais j'espère que je vais pas tomber sur des dalles de roche, sinon je suis dans la Et allez bam, 10 minutes de chantier et déjà une première erreur. Faire une étude de sol, c'est bien, la comprendre, c'est quand même mieux. Parce qu'avant de me lancer dans les fondations, vous vous doutez bien que j'ai fait appel à des pros pour venir faire une étude de sol et vérifier que mes calculs de fondation étaient corrects par rapport au sol que j'avais sur le terrain. Donc ça c'est super et il faut le faire. Mais le problème c'est que sur une étude de sol, c'est pas marqué cailloux à 30%, ici gros amas de roches. Et en plus, eux ils viennent faire des carottes sur ton terrain à plusieurs endroits, mais ça correspond pas forcément pile poil là où tu vas creuser. Surtout dans mon cas où je creuse à des endroits vraiment très précis sur le terrain, vu que c'est plein de petits plots. Donc j'avoue que j'aurais dû me méfier un peu plus de ce petit astérix refuse sur grave, parce que si sur le premier relevé il y a du caillou à 1,30 m et sur le deuxième à 80 cm de profond, ça veut dire que potentiellement il peut y en avoir aussi plus haut. Et ça m'aurait permis d'anticiper tout ce qui est matos et aide sur le chantier. Du coup j'ai appelé Kevin et Viviane pour me filer un coup de main, ça permet de se relayer entre celui qui déblaye le trou, celui qui est dans la mini-pelle et gérer tous les changements de godet. Bon du coup on a essayé de faire un autre trou pour voir ce que ça donnait au niveau des cailloux et tout, et en fait c'est pire. Il y a des énormes trucs comme ça, et en gros pour un trou on a ça de terre et ça de caillasse, et après on arrive sur un plat, donc c'est un lit de cailloux sur peut-être 20 cm. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Ce qui nous sauve pour l'instant, c'est qu'avec la mini-pelle rhinocéros, je peux monter une griffe dessus et si j'arrive à me positionner correctement, ça fait levier et ça me permet de dégager les caillasses. Bon, par contre, je t'avoue, c'est pas évident, il faut quand même prendre le coup de main et ce qui est chiant, c'est qu'il faut changer de godet toutes les 5 minutes. Mais heureusement, j'ai l'attache rapide, donc ça me gagne quand même vachement de temps. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler un peu de cette mini-pelle qui m'a été prêtée par mon partenaire Mini-pelle Rhinocéros. Et franchement, j'en suis trop contente. Elle est super efficace. En plus, tu peux avoir plein d'accessoires avec. Moi, j'utilise le godet de 30 pour creuser, la griffe pour soulever mes caillasses et le godet de curage en 80 pour terminer proprement mes trous de fondation. Et j'ai même découvert que tu peux carrément monter un brise-roche hydraulique dessus. Mais évidemment, je le savais pas au moment de creuser mes fondations. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver un gros burineur parce que la griffe, ça marche super bien. Mais quand t'es sur une dalle en pierre bien lisse, il n'y a aucune accroche et impossible de la passer. Donc pour certains trous, on était complètement bloqués. Deuxième erreur qui aurait pu me coûter littéralement les 3 semaines de chantier, c'est que j'avais aucune idée de où est-ce que je pouvais louer du matériel ou même en acheter autour du terrain. Parce que moi je viens pas de là où j'ai acheté le terrain, du coup j'ai pas trop de connaissances dans le coin et j'avais pas du tout étudié le maillage des différents magasins de bricolage et tout ça à disposition dans le coin. Donc quand je me suis retrouvée à devoir défoncer la caillasse avec un tout petit perfo, j'ai eu énormément de chance parce qu'au même moment, il y avait un terrassier qui était sur mon terrain pour faire un chemin d'accès et il m'a vu galérer dans mes trous de fondation. Du coup, il a eu pitié de moi et il est venu me proposer de me prêter un gros burineur pour que je puisse avancer. Avec ce gros bébé, on va pouvoir s'y remettre à fond et finir de creuser les 21 trous de fondation. Là on est bien parti avec le gros burineur, ça va super bien. Donc on a pu terminer les trous qu'on avait commencé et puis enchaîner avec les suivants. À 3 on avance vraiment super bien, il y en a un qui s'occupe de la pelleteuse, un qui fait le burineur et un qui évacue les gravats. Et régulièrement on vérifie qu'on a bien les bonnes dimensions pour pas s'écarter des mesures initiales. Pour ça je retends les ficelles d'implantation que j'avais préparées vraiment minutieusement et avec un fil à plomb je viens faire tout le tour des ficelles pour vérifier qu'on s'écarte pas au fur et à mesure qu'on creuse le trou.
Là on n'est pas trop mal, faudrait juste encore un tout petit poil recasser en bas, mais on n'est pas loin. Et avec une pige qui est coupée pile à la bonne dimension de mes fondations finales, je viens vérifier en largeur, en profondeur, pour savoir si on a assez, et si jamais il manque un peu, grâce au ficelle, je sais de quel côté il faut réajuster. Cette fois, une fois n'est pas coutume, c'est pas une erreur, c'est plutôt un conseil, parce que j'avais passé pas mal de temps à faire toute mon implantation sur le terrain, et c'est vraiment indispensable si tu veux que tes fondations finissent là où elles sont censées finir par rapport à ton plan théorique. J'ai pas pu laisser dans cette vidéo toute l'explication pour implanter les chaises, tirer les ficelles et revérifier par rapport à ton plan, mais c'est vraiment crucial de le faire avant le premier coup de pelle. Et si ça t'intéresse, mets-moi un petit commentaire et je posterai une vidéo qui est dédiée à ça pour faire un tuto d'implantation. Il s'est passé un truc incroyable. Regardez-moi ce magnifique trou où il n'y a que de la belle terre. On l'a creusé en 1h30 que à la mini-pelle. Il est presque fini. Alors que là-bas, on y est depuis 4h, 5h peut-être. Donc en gros, s'ils avaient été tous comme celui là-bas, bah on aurait fait tous les trous en 2 jours. Alors que là, on va mettre 1 semaine. Troisième erreur, être trop optimiste sur le planning. Là, moi, clairement, j'avais que 3 semaines de congé pour réaliser les fondations, creuser, couler et reboucher. Et c'était vraiment un timing très serré. Mais typiquement, dès le premier coup de pelle, il y a eu un imprévu, donc ça m'a décalé tout mon planning de chantier. Donc il faut vraiment toujours rajouter de la marge sur ton planning si tu veux pas être méga tendu dans tes travaux. Et au pire, si tout se passe comme prévu et qu'il te reste du temps, et ben ça te permet de faire un gros barbecue avec les copains et tout le monde est content. Mais après pas mal d'huile de coude et quelques jours de boulot à 3, on arrive enfin à la profondeur qu'on cherchait sur l'ensemble des trous. Ce que je voulais, c'était être hors gel, et maintenant qu'on y est, on va pouvoir couler un petit béton de propreté. Ça va nous permettre de faire le fond du trou bien de niveau pour avoir une base bien propre pour la suite. Maintenant qu'on a un fond de fouille nickel sur tous les trous, on va pouvoir attaquer les ferraillages. Bon, je vais pas pouvoir expliquer ici la méthode que j'ai utilisée pour dimensionner mes ferraillages et les fondations, mais si ça t'intéresse, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça dans mon guide pratique, donc je te mets le lien juste en dessous en description. Donc on a déjà cette partie-là qui va être pour la semelle, et cette partie-là pour le poteau qui va sortir de terre. Le petit défi un peu relou, c'est que moi je voudrais qu'on assemble le poteau et la semelle ensemble avant de couler la semelle. Comme ça, je vais avoir cette partie-là du poteau qui va être prise dans la semelle et ça sera plus costaud. Je préférais faire ça plutôt que de mettre des fers d'attente, ça me plaisait pas trop. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut que ça soit parfaitement aligné pile poil là où ça devra être à la fin, parce qu'on n'aura plus de jeu après une fois que la semelle sera coulée et que ça sera pris dedans. Bon, j'avoue que je sais pas encore comment on va faire pour maintenir ce positionnement quand la toupie sera en train de couler le béton et que ça risque de bouger dans tous les sens. Mais pour l'instant, on a d'autres problèmes à régler. On a fait un trou qui était beaucoup trop large de ce côté-là et beaucoup trop large de l'autre côté. Donc on a mis une petite planche de coffrage calée avec des cailloux et on rend un peu étanche avec un petit mortier. Comme ça, quand on va venir couler la semelle, ça va pas tout dégueuler sur les côtés et ça va pas utiliser beaucoup trop de béton pour rien, quoi. Bon, heureusement, il y en a que 2-3 où ça s'est trop ouvert sur un côté. Donc il n'y a pas trop de planches de coffrage à poser, sinon ça aurait été vraiment galère. Et les autres, ils sont vraiment nickel, presque carrés, donc ça le fera. Pendant ce temps, avec Viviane, on va assembler le ferraillage de la semelle et le ferraillage du poteau ensemble. Et pour ça, j'ai acheté des petits fils recuits déjà précoupés avec la petite boucle au bout pour pouvoir passer l'outil qui permet de ligaturer et ça va trop bien. En dessous du ferraillage de la semelle, on vient installer des petites cales d'épaisseur comme ça en plastique qui vont permettre de surélever le ferraillage par rapport au fond de la semelle. Et pareil, on vient ligaturer avec un petit fil recuit.
voilà, comme ça on obtient le ferraillage pour le poteau entier avec les petites cales et tout pour que le ferraillage soit bien enrobé au moment où on va verser le béton. Maintenant, on va pouvoir aller les installer dans les trous en revérifiant bien les mesures par rapport au plan et en calant tout ça vraiment correctement. Quatrième erreur est sûrement la plus grave de ce chantier. Pourtant, je savais que les ferraillages étaient coupants, mais excès de confiance et précipitation, je me suis entaillé le bras comme une... En gros, quand le livreur est arrivé avec mes ferraillages, il m'a dit « Attention, c'est super coupant ». Moi, j'étais en mode « Oui, ok, je fais gaffe et tout ». Mais quand on a 20 à décharger, bah, le premier, tu fais attention, le deuxième, tu fais attention, et puis en fait, le cinquième, bah, tu les prends et puis tu décharges parce que t'as pas envie de faire perdre du temps au livreur sur sa tournée. Et en fait, pour gagner du temps, bah, je finis par me dire « Ok, j'en prends 2 à la fois ». Et là, en reposant mes 2 ferraillages, je vois mon bras, je regarde, et j'avais une entaille comme as, et... le temps de capter ce qui m'était arrivé, je suis tombée dans les pommes. Heureusement, il y avait le livreur qui a été chercher des voisins. Je me réveille, il y avait une voisine que je connaissais pas en train de me faire un bandage de fortune. Le maire du village qui me filait du jus de pomme pour que je reprenne connaissance. Bref, ça a été tout un truc. Au final, le livreur, il a perdu grave du temps parce qu'il fallait me soigner. Et ça a rien avancé et j'ai été blessée au moment de débuter le chantier. Il a fallu que je trouve un médecin à l'arrache pour me recoudre rapidos parce que en fait c'était vraiment très entaillé. Bref, tout un bordel. Donc vraiment, des fois il vaut mieux prendre son temps et faire attention à ce qu'on fait, surtout quand on manipule des trucs qui sont tranchants. Parce que notre corps, c'est notre outil le plus précieux dans nos projets de rénovation et d'autoconstruction. Donc autant vous dire que je suis pas méga sereine à les manipuler sur 21 trous, mais il va bien falloir et il faut qu'on fasse attention à pas s'ouvrir et se reblesser. On s'est fait une petite pige 30 cm, comme ça on marque tout autour du trou et on saura quand le gars viendra couler le béton qu'il faudra s'arrêter à nos marques pour avoir 30 cm de semelle. Donc là du coup ça repose sur les petites cales qu'on avait installées. Vu qu'on n'est pas tout à fait plan et que la structure en ferraille elle est pas tout à fait plane non plus, ça a un peu tendance à pas être de niveau. Donc là il y en a un qui mesure qu'on soit bien positionné par rapport à nos ficelles d'implantation. Il y en a un qui vérifie au niveau et l'autre qui maintient pousser ou tirer le poteau. Une fois qu'on est bien positionné, on va venir tirer une ficelle et planter un piquet dans le sol. Les piquets, c'est juste des morceaux de ferraillage qu'on a recoupés parce que de toute façon, ils étaient un peu trop grands en hauteur. Et on vient faire comme au camping quand on veut maintenir la tente en place. Ça paraît tout con comme idée, mais en fait, on a galéré à trouver une méthode pour le faire. Là, avec les ficelles, on peut vraiment venir tendre du côté où ça nécessite d'être un petit peu tordu. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre plus ou moins de tension en fonction de s'il y a beaucoup de niveaux à rattraper ou pas. En plus, c'est facile à reproduire et c'est pas cher. Et voilà, du coup, avec la tension des ficelles des deux côtés, on est sûr que notre poteau, il est bien de niveau et qu'il va pas être coulé en biais. Erreur numéro 5, on a été beaucoup trop optimiste sur la délicatesse des livreurs de béton. En fait, eux, leur but, c'est de vider la toupie le plus vite possible pour pouvoir retourner à la centrale et faire toutes les tournées qu'ils sont à faire dans la journée, avant qu'il fasse trop chaud en plus. Donc nous, on était tout fiers avec nos petites ficelles, mais en vrai, les gars, ils ont pas le temps. Avec le PUMI, ça se panie pas forcément hyper bien, donc ils tapent dans les trucs et tout. Au final, les ficelles, elles ont pas tenu bien longtemps. Hein. Donc vraiment, il faut bien caler tout ce qui doit être calé, les coffrages, les ferraillages, quand tu fais appel à une toupie. On revérifie les mesures et les diagonales et on tombe au centimètre près par rapport au plan. Autant te dire qu'on était super fiers de nous. Oh, j'entends un gros camion. Ah, on y est. Quand on commande une toupie de béton, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Déjà, il faut un chemin d'accès digne de ce nom jusqu'au chantier pour pas que le camion s'embourbe parce que les chauffeurs peuvent refuser d'aller dans la terre. Pour l'accès, il faut aussi faire attention aux fils électriques en hauteur qui peuvent gêner le déploiement de la pompe PUMI. Et alors là, 6e erreur, mais en vrai c'est du bon sens, évitez de couler vos fondations en plein mois d'août.
Premièrement, en août, il y a beaucoup de centrales à béton qui sont fermées. Du coup, typiquement dans mon cas, il y avait une centrale à 5 minutes de chez moi, mais elle était fermée, donc il a fallu que je prenne une centrale à 1 heure de chez moi, donc j'ai eu un surcoût pour le transport. Et par-dessus ça, c'était la canicule, donc il a fallu faire venir la toupie hyper tôt le matin, et en plus ils ont mis un retardateur dans le mélange pour éviter que le béton prenne trop vite, et donc ça c'est pareil, bah c'est un surcoût, donc tu passes à la caisse. Ça le met ton impression? C'était très intense et le gars de la pompe, il en avait rien à foutre. Donc il a fallu un peu gérer ça, qui tape dedans dans les poteaux et tout, qu'on avait trop bien calé avec sa grosse pompe là. Mais du coup on recheck tout avec les cordes d'implantation et le niveau pour que les poteaux soient nickel. Heureusement qu'on avait les ficelles et heureusement qu'on a stabilisé avant, je pense. Ah mais c'est sûr, hein. C'est comme s'il donnait un coup de pied dedans là quand il tapait avec sa grosse pompe. C'est quand même bien d'être au moins 2 quand il y a une toupie qui vient, parce que faut qu'il y en ait un qui drive le gars qui a la pompe et l'autre qui vibre et qui recheck derrière quand même. 3 c'était bien franchement, c'était confortable je trouve. Et puis 5 si t'as pas calé aussi bien que nous, hein, parce que clairement il fallait tous les recaler après. Hein. Et donc un truc que je trouve abusé, c'est que donc ils mettent de l'eau dans le camion au début pour amorcer la pompe, sauf qu'au lieu de déverser cette eau n'importe où, ils la mettent au fond du trou. Du coup là, le premier plot c'était genre mais vraiment une soupe. Là on a réussi à se débrouiller pour envoyer le liquide là, mais vous voyez, c'est vraiment hyper liquide quoi. C'était de l'eau, voilà. Là on voit bien, c'est de l'eau. Donc on a réussi à jarter vers le trou la plupart de l'eau. Bon c'est pas trop grave parce que c'est les plots de la terrasse. Salomé les a fait de la même dimension parce que c'était plus simple et tout ça, mais il y aura beaucoup moins de charge dessus. Mais bon c'est abusé, faites gaffe si vous faites livrer dans des plots comme ça. Le premier, faut vraiment leur dire de mettre l'euro à côté, quoi, prévoir un endroit et vraiment commencer à mettre le béton quand il est bien. Comme il fait très très chaud, on arrose un petit peu régulièrement le dessus des semelles pour éviter que ça fissure et que ça fasse dégueulasse. Et comme c'était la canicule, il y avait un retardateur de prise qui a été mis dans la toupie de toute façon. Mais voilà, comme ça on essaye d'être au mieux possible pour pas que ça prenne trop vite. Après plusieurs heures, ça commence à prendre, donc on peut virer toutes les ficelles de camping et tout ce qui permettait de maintenir le ferrage du poteau bien droit. On en profite aussi pour retirer les coffrages qu'on avait fait sur 2-3 plots et du coup on peut voir un petit peu le côté de la fondation et on peut voir que c'est très bien vibré parce qu'il n'y a quasiment pas de bulles. Pendant que Viviane s'occupe de couper tous les ferraillages, moi je vais m'occuper de préparer les coffrages. Donc je suis partie sur le système de coffrage en tube cartonné. C'est vendu en 3 mètres, donc il va falloir qu'on les recoupe à 1 mètre. On va pouvoir faire 3 plots par tube. Et donc à l'intérieur du tube en carton, il y a une espèce de petite membrane en plastique qui permet d'avoir une finition hyper propre, toute lisse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tous les coffrages sont installés, maintenant il va falloir qu'on cale tout de niveau. On va essayer une méthode, on sait pas encore si ça va marcher. En gros on a pris les niveaux avec un niveau laser qu'on m'a prêté. Et après on a fait un trou à la scie-cloche pour que le bas du trou il arrive là où c'est censé être la fin du plot. Donc ça va nous faire un espèce de trop-plein quand on va couler le béton. Et après on taloche tout à l'intérieur. Donc on va en tester un avec cette méthode et on espère que ça va fonctionner parce que c'est beaucoup moins chiant que de couper tous les coffrages pile poil au même niveau. Et si ça marche, bah on fera pareil sur les 21. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. En fait, quand on a vibré le béton, ça a fait péter le calage qu'on avait mis en bas du tube pour le caler de niveau. Et du coup le béton est passé en dessous et ça a relevé le tube. Là c'est censé toucher par terre et je peux passer mon doigt, donc niveau hauteur on va être vraiment pas bon. Du coup c'est un peu la panique, mais il faut qu'on le termine maintenant qu'on a commencé. Il nous manque encore une demi-bétonnière. On a été obligé de refaire un trou de trop-plein un peu plus bas pour rattraper ce qui s'était levé. Et on a terminé comme ça en revérifiant bien le niveau droite-gauche et aussi en hauteur. Et bon ça devrait le faire, mais on va essayer de faire mieux sur le prochain plot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du mortier tout autour de la base du coffrage pour le maintenir en place et on va bien remonter sur les côtés pour pas que ça bouge trop.
Et ça nous permet aussi de venir mettre des petites cales triangulaires pour faire les niveaux plus facilement et tout sceller ensemble, comme ça on est sûr que le coffrage bougera pas. Et on va faire gaffe en mettant le béton dedans, de pas trop venir taper avec la pelle dessus. Et quand on vient vibrer le béton, on fait gaffe aussi de pas toucher le coffrage et de maintenir le coffrage bien en place pour éviter que tout bouge et que ça se relève comme pour le premier. En vrai là on est content d'avoir choisi de les faire à la main parce qu'à la toupie ils auraient trop bougé avec le bras de la pompe, ça aurait été compliqué. Hein. Ah oui, vu déjà comment ils tapaient dans les ferraillages, là dans les trucs en carton, laisse tomber. Oh là là. Ah c'est tout doux, c'est trop bien. Ouais. Et c'est incroyable. À partir du gros caillou, ce qu'on est capable de faire, c'est clair, ouais. Le rendu il est incroyable. Tout autour du poteau, on a un petit ménisque qui s'est formé à cause du coffrage. Du coup, il faut qu'on rattrape ça avant que le béton ait trop pris. Donc je vais utiliser un petit disque comme ça décape pas trop violemment. Donc ça nous permet de rattraper le ménisque parfaitement. Donc on va pouvoir faire ça sur tous les plots. Bon ça y est, tous les plots sont démoulés, donc ça va être l'heure de regarder si on a été assez précis en hauteur. Donc on a mis le niveau laser là-bas, on est en train de régler notre référence ici et on va pouvoir amener la pige sur tous les plots et voir à combien on est décalé, voir si on a fait du beau boulot. Là on a 0, ok. 0, voilà, parfait, très bien. Ensuite. Ouais, 1 millimètre. Ensuite, ça c'est le plus éloigné. Allez, 2 mm max. Niveau hauteur, au max d'écart, on a 3 mm, donc c'est très bien. Et maintenant, ça va être l'heure des diagonales. Je sais pas la ref. Mais c'est Yu-Gi-Oh! Ah, bah, Yu-Gi-Oh! Oh là là! Quand j'étais petit, hein. Ceux qui ont la ref, mettez un commentaire s'il vous plaît. Hein. 20 mètres 9 ici, et donc il faut qu'on ait la même chose sur l'autre diagonale. 20 mètres 8. C'est trop bien, je suis trop contente. On était hyper précis, c'est ouf. Maintenant, il faut qu'on mesure l'espacement entre chaque plot. Il faut qu'on ait 3 mètres en théorie. 3 mètres 0,2. À mesure un autre, peut-être qu'on a de la chance sur celui-là. 3 mètres 2 mm. On a très bien bossé, je suis trop contente. Maintenant, il va falloir qu'on rebouche les trous et qu'on nettoie un peu les tas de terre autour. 7e erreur sur ce chantier, c'est de sous-estimer complètement le nettoyage en fin de chantier. Parce qu'en fait, dans ma tête, l'objectif du chantier, c'était creuser et couler les fondations. Sauf que à la fin, bah, t'as des tas de terre partout, t'as de la caillasse mélangée avec de la bonne terre, et il faut reboucher tous les trous et refaire bien propre. Le truc, c'est que si dans ta tête, l'objectif du chantier, c'était couler les fondations, et ben quand il s'agit de nettoyer, t'as trop la flemme parce que déjà t'es claqué des 3 semaines que tu viens de faire et en plus dans ta tête le chantier il était fini mais en fait pas du tout. Donc méga important quand tu planifies ton chantier de prévoir une journée pour le nettoyage final, passer à la déchetterie etc, trier les différents trucs, ranger tes outils parce que comme ça tu repars sur des bonnes bases pour la suite. Déjà il a fallu trier tous les cailloux de la terre et les entreposer pour pouvoir les réutiliser plus tard. Eh ça en fait n'empêche hein. Bravo Viviane franchement... Et pendant ce temps, on a tout rebouché et fait propre. Et mine de rien, ça nous a pris quand même plusieurs heures. Et heureusement qu'on avait encore la mini pelle. Et franchement, après 3 semaines à bosser avec, je peux te dire qu'elle se prend super facilement en main. Juste, il faut bien penser à la graisser régulièrement pour pas l'abîmer, comme toutes les mini pelles. Mais de toute façon, si t'as un problème avec une pièce, le SAV chez Mini Pelle Rhinocéros, il est vraiment au top. Ils ont les pièces détachées des mini pelles dans leur stock en France. Donc ils peuvent te les envoyer directement chez toi si t'as besoin. En vrai, c'est plutôt cool que la pelle soit assez petite. Parce que du coup on peut se faufiler entre les plots et tout et on peut reboucher les trous assez facilement alors qu'avec une plus grosse pelle je pense que ça aurait été un petit peu plus galère. Je te mets le lien avec toutes les infos techniques en description si ça t'intéresse et que t'as des travaux de terrassement à faire pour ton chantier et t'auras même droit à un petit code promo. Et j'avoue c'était un peu frustrant de reboucher les trous parce qu'à la fin on aurait dit qu'on avait rien foutu pendant 3 semaines alors qu'on a creusé, coulé les semelles, coulé les poteaux et que c'était grave du taf. Si tu veux savoir à quoi vont servir les fondations qu'on vient de faire, je te laisse aller voir cette vidéo et oublie pas de t'abonner pour voir la suite.